Vous voulez réagir tout à l'heure avant la pause? Oui, je voulais réagir à Arthur. Oh là là. Oui, Arthur a dit qu'il faut qu'on évite le chantage à la violence. Non, je pense qu'il ne s'agit pas de chantage. Ce n'est pas du tout du chantage. À savoir que on nous a demandé qu'est-ce que nous réserve l'avenir. C'est ça le vrai problème. Parce que si les acteurs principaux sont dans un dialogue de sourds, on ne peut pas être optimiste. Et on ne peut pas dire que ces sujets ne sont pas des sources d'inquiétude. Ces sujets sont effectivement des sources d'inquiétude. On dit, notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Le président de la République a le pouvoir de faire réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais c'est quand j'écoute le discours des responsables du PPACI, on se rend compte que même dans la condamnation de Laurent Gbagbo, il n'a pas été dit, le juge n'a pas prononcé des déchéances des droits civiques. Ça n'a pas été prononcé. Dit que, comme Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans, alors, en même temps, il perd ses droits civiques. Mais il y a des gens qui sont condamnés, beaucoup de gens qui sont condamnés, dans la même période, qui ont été condamnés et qui n'ont même pas bénéficié de lois d'amnistie, mais qui continuent d'exercer. Et il y en a même qui sont candidats, parfois qui sont élus. Donc, il faut pas, ce n'est pas une affaire de chantage. C'est une affaire de vouloir la paix pour la Côte d'Ivoire. Vouloir la paix, c'est de faire en sorte que tout ce qui peut être fait pour que la paix règne, parce que les gens tiennent à ce que leur leader, surtout que la décision n'a pas été prise de façon expresse par la justice. La CEI, les gens s'en vont s'inscrire et puis la CEI a dit non, ils ont été condamnés et on invente, moi j'appelle même ça de l'invention, inventer disons des mesures qui n'existent pas dans la décision du juge. Pourquoi? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas me sortir la décision du juge qui dit que Gbagbo ou Blé Goudé, comme ils sont condamnés, ils ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut que le président de la République, qui a ce pouvoir, Aristide me disait que j'incite le président à interférer dans le législatif. Non. Dans le judiciaire. Dans le judiciaire. Non. Mais le président a tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, le président, moi, je me souviens encore de toutes les pressions qui ont été exercées sur Laurent Gbagbo pour la candidature du président actuel, M. Alassane Ouattara. Toutes les pressions, y compris internationales. Donc, le président de la République, lui, n'a pas encore ces pressions, parce qu'il n'y a pas de rébellion sur son territoire. À l'époque, il y avait une rébellion qui avait coupé le pays en deux, qui exerçait sa propre pression. Et donc, je vais dire, un peu d'histoire, il faut si tu permets. Oui, un peu d'histoire, si tu permets. Oui, mais laisse-moi faire mon histoire d'abord. Je vais lui poser une question d'histoire. Terminer. Faire mon histoire. J'ai dit que une décision du président de la République qui a fait que une partie du pays, une partie avec l'autorisation de M. Ouattara à être candidat, une partie du pays était satisfaite. Ce n'était pas tout le pays, mais une partie, ses partisans. Donc, je reviens à Aristide. Effectivement, si Blé et Gbagbo sont candidats, il y a une partie de la population qui sera satisfaite. Ça ne sera pas tout le pays, mais une partie. Et cette partie est significative. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire que c'est du chantage à la violence. Il peut y avoir de la violence, il peut ne pas y avoir de la violence, mais ça ne veut pas dire que les gens sont contents. D'accord, très bien. Arthur, votre question rapidement. Ma question, ton histoire. Non, ma question d'histoire, arrêtez de présenter la volonté de Laurent Gbagbo de mettre Ouattara sur la liste comme quelque chose qu'il voulait. Il ne voulait pas. Il a l'impression, on a pris en 2000. Quand on a rejeté la candidature de Ouattara au législatif, on lui a rappelé la même chose. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu exactement ce que Aristide a dit. Il a dit qu'il ne se met pas des décisions de justice. Oui. Alors, donc, on a mais je n'ai pas dit que c'était sa volonté. Je n'ai même pas dit que c'était sa volonté. Je dis c'est la pression. OK, on a déjà eu des présidents en Côte d'Ivoire qui ont décidé de ne pas se mêler d'une décision de justice. Et on ne peut pas condamner un président. Moi, je trouve que je ne le condamne pas.
idéologiquement, on ne peut pas condamner un président qui dit que je ne me mêle pas des décisions de justice. Ça se tient. En termes de démocratie et de séparation des droits, ça se tient. Donc un président vient dire que je ne me mêle pas. Je suis d'accord avec vous, hein. Je précise que je suis d'accord avec vous, que je souhaite qu'il vienne dans la compétition pour que le vainqueur ait battu tous ceux qui sont à côté de lui. Ça, c'est mon souhait. Donc, maintenant, si un président dit que je ne me mêle pas... Donc, nous alors mais j'ai déjà dit, d'après, c'est vous qui ne faites pas assez parce que vos députés sont paresseux. Mais moi, je ne suis pas le membre de l'opposition. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tenir la logique d'un président qui dit que je ne me mêle pas des affaires de justice pour la séparation des pouvoirs. Ce que Aristide a dit se tient. Même si j'espère qu'on arrive à une solution, parce que je pense que quand les questions juridiques sont bloquées, on peut trouver une solution politique. Et même là, c'est une solution juridique aussi, la décision. Oui, qui va devenir juridique en commençant par du politique. On est bien d'accord. Bien entendu, voilà. comme tout. Mais même si je pense, ce que je regrette dans cette affaire, c'est que pour moi, l'opposition ne fait pas assez. Elle ne fait même pas utile, elle ne fait pas, je ne vais pas dire intelligent, ce serait insultant. Mais ce qui est du débat, il y a le débat politique, il y a le combat juridique et il y a le combat législatif. Le combat législatif, qui est pour moi le combat le plus populaire, en ce sens que tu portes une loi, tu la déposes et le peuple, comme ça on verra qui s'oppose à la libération. Ce combat politique, vous l'oubliez dans vos conseils à l'opposition. Il faut leur conseiller ça, il faut leur dire aux deux groupes parlementaires là, de travailler. Bon, moi je leur conseille, les deux groupes parlementaires là, ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à sortir une loi d'amnistie qu'ils vont déposer sur le bureau de Big Togo ou bien sur le bureau de Kandia. Comme ça, on va voir que le roman qui s'oppose ou pas en ce moment. Les gens s'opposent. Mais quand la paresse, on n'est pas d'accord. On vous a compris. Docteur Chérif, ensuite Aristide. Vous savez, on est à 11 mois des élections présidentielles. Moi, je me suis engagé en politique, en tout cas à titre individuel, parce que je pense que l'être humain devrait être au centre de tout ce qui est gestion des affaires de la cité. Et pour répondre en même temps à M. Aristide Nkenda, j'ai lu un livre, par exemple, d'Elisabeth Richer, qui s'appelle Les dégâts du libéralisme. Dans ce livre-là, Elisabeth Richer nous explique que quand on fait une politique libéraliste ou ultra-libéraliste comme celle du président Alassane Ouattara actuel, c'est une politique qui, en fait, va créer du développement. Elle le dit clairement dans le livre. On aura des chiffres macroéconomiques qui seront positifs. Vous allez voir une croissance économique. Vous allez voir un PIB qui peut être positif. Le problème avec les politiques libérales, c'est que les pauvres, très souvent, les gens qui sont défavorisés de la société souffrent encore plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet-là, pourquoi je l'ai mis aujourd'hui au centre des élections présidentielles de 2025, parce que pour moi, c'est un indicateur très important. Quand on a un président qui a fait croire à la population en 2010, qui a fait des promesses qui sont très fortes, quand j'entends par exemple un président promettre, un candidat à la présidentielle en son temps, le président Alassane Ouattara, promettre que je vais donner des logements sociaux à 25 000 francs, moi qui suis de la classe, qui m'estime être de la classe moyenne, je pense que c'est une belle promesse. Et quand après 15 ans, on n'a pas ça, et à contrario, on a une destruction qui est, j'allais dire, inempathique et j'allais dire, en tout cas une destruction qui est anti-humaine des logements sociaux, pour moi, on n'a pas été suffisamment humain, même si on a créé du développement. Pour moi, lorsqu'on dit, on a promis aux Ivoiriens, quand je lisais le programme national de développement du président Alassane Ouattara, quand il est venu, il met en grand que je promets l'émergence en 2020. C'est une grande promesse, c'est une très grande promesse. Dit on sera émergent en 2020. Aujourd'hui, 15 ans après, on fait partie des 30 derniers de l'indice de développement humain. Et les choses doivent être claires en Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui nous a fait de très belles promesses en 2010. Nous tous, nous y avons cru. Beaucoup de nos parents ont cru en ces belles promesses-là. Aujourd'hui, 15 ans après, en tout cas, la majorité des promesses humaines n'ont pas été réalisées. Effectivement, de l'infrastructure, il y en a. Mais j'ai l'habitude de donner ce petit exemple-là, un exemple caricatural. Je dis quand quelqu'un sort de la boue et qu'il a plein de boue, il a son corps qui est tacheté de boue, même s'il se lave avec de l'eau sale, il va paraître un peu plus propre qu'il ne l'était précédemment. Mais ça ne signifie pas que son état dans lequel il est, c'est un état hygiénique acceptable. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre. On est sorti de 10 ans de guerre. On était trempé dans la boue. On nous a lavé avec de l'eau sale. On a quand même une certaine amélioration qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Il y a quand même une amélioration de 2011 à 2015, à 2024 aujourd'hui. On a quand même une petite amélioration, surtout sur le secteur infrastructurel. Mais dit que les êtres humains, que l'humanisme de ce gouvernement-là est au beau fixe, vraiment, ça serait fait de preuve de malhonnêteté intellectuelle très avancée. Je termine en disant ceci. L'un des politiciens qui s'est fait connaître dans cet univers-là, et je l'ai dit que c'est la caractéristique même du PDCI-RDA. La différence entre le PDCI et les autres partis de droite, c'est que le PDCI fait ce qu'on appelle du capitalisme à visage humain.
à visage humain. Et ça s'est inscrit dans les programmes, les projets de société du PDCI-RDA, ça a écrit capitalisme à visage humain. Quand vous regardez le projet de Thiam, en premier, en grand 1, c'est les grandes lignes qui ont été données pour le projet de Thiam qui est en cours de rédaction. En grand 1, c'est marqué capital humain. C'est marqué capital humain, il a présenté tout cela, je suppose que vous êtes informés. Donc, capital humain, c'est de dire que l'homme doit être au centre de la politique de développement. Et si en 2025, nous n'avons pas ça, je crains que tous les pauvres vont voter pour le PDCI. Très bien. Docteur Ousmane. Aristide Nkenda. Docteur Ousmane, est-ce que vous êtes sérieux? La sérieuxité, elle est relative. S'il vous plaît. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes Elle est sérieux? relative, la sérieuxité. D'abord, vous savez, ceux qui manipulent ignorent souvent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Et derrière la manipulation, il y a toujours une intention. Mais surtout une intention qui n'est pas toujours une bonne intention. Quand vous dites des choses, il faut dire des choses de façon précise. C'est précis. Le président Ouattara avait dit pays émergent à l'horizon 2020. On a dépassé l'horizon 2020. Ah ouais? Qui vous a dit ça? Ah, mais l'horizon 2020, ça ira jusqu'à quand? Non, vous avez dit, vous avez dit quoi? Non, un horizon, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit quoi? Non, juste la définition, je lui pose la question. Non, Qu'est-ce que c'est qu'un horizon en définition française? Docteur Chérif, quand vous parlez, est-ce que vous m'avez parlé? Non, c'est une question. Non, sur ce plateau. il ne faut pas l'interrompre. Sur ce plateau, quand vous parlez, est-ce que vous m'avez parlé? Allez-y. Vous avez dit, le président Ouattara a dit, on sera émergent en 2020. Vous avez dit ça sur ce plateau. C'est pas ce que le président Ouattara a dit. Il avait dit à l'horizon 2020. De ce point de vue, vous êtes dans la manipulation. Et vous êtes en train de vouloir... Oui, vous êtes dans la manipulation. Deuxième chose, vous avez étalé tout à l'heure, vous avez voulu implémenter le fait que vous êtes un grand intellectuel. Je n'ai pas dit ça. Oui, vous avez dit qu'on tirait le débat vers le bas. Non, laissez-moi finir. Ne vous vexez pas. Quand vous parlez, moi je ne parle pas, docteur Chérif. Donc allez-y, Aristide. Vous avez vu quelqu'un, même dans ce pays, même en France et un peu partout, quelqu'un qui a eu, dans toutes les matières, 20 sur 20 à l'école? Non. Parce que quand vous avez déjà 16, on dit que vous avez la mention très bien. On n'a pas 16. Quand vous avez 16, vous avez la mention très bien. On est dernier. Et quand vous citez un seul volet de son programme qui n'a pas marché, pour dire qu'il a échoué, en ce moment, je suis désolé. Question électorale. Docteur Ribier. Je ne sais pas, les questions électorales, bon, ou bien la campagne a déjà commencé. Non, elle n'a pas encore commencé. Voilà. En train de... Voilà, légalement même, ce n'est pas le cas. Moi, effectivement, j'aimerais qu'on revienne, Arthur l'a dit, sur la possibilité justement d'avoir des élections apaisées. Peut-être même par le bas, les initiatives qui peuvent être prises. On se posait la question de la désaffection des jeunes. C'est une question fondamentale. Aristide en a parlé tout à l'heure. Intéresser les jeunes s'intéressent à tout, sauf à la politique comme activité sociale, comme activité humaine. Pourquoi? La question mérite d'être posée. Pourquoi est-ce que malgré, comment dirais-je, quand vous allez dans les centres de, comment dirais-je, de recensement électoral, etc., il y a de la musique, mais ça n'attire personne. C'est un problème sociétal, en fait. J'ai beaucoup apprécié la question de la restructuration, de l'audit même de l'état civil, hein, qui est en amont, on va dire, comment dirais-je, de l'audit électoral. On en avait parlé. On doit intéresser les plus jeunes. Aujourd'hui, il y a cette désaffection-là. On ne fait plus confiance à X, Y, etc. Moi, je pense qu'on peut se poser légitimement la question. Et la plupart de nos partis politiques ont la plupart du temps des institutions de formation politique. Ce serait un contenu très intéressant d'intéresser, permettez-moi la redondance, d'intéresser ces jeunes-là à la politique. Mais écoutez, quand on entend tous ces clivages, on comprend pourquoi est-ce que les nouveaux majeurs ne s'intéressent pas à la politique, que leurs centres d'intérêt sont ailleurs. Pour moi, on a un vrai problème. Tous les ans, on n'a même pas la masse critique. Vous avez le Ghana qui a quoi? Peut-être maintenant 35 millions d'habitants. Nous avons 29-30 millions d'habitants. Vous avez le Sénégal. Ils ont plus d'électeurs que nous. Et on ne va pas être heureux en se disant non. Arthur, on ne peut pas mobiliser seulement la question du contentieux. On a eu le débat la semaine passée. Hein. Non, je n'ai pas suivi. On ne peut pas mobiliser seulement la question du contentieux pour résorber cette crise-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de doigté. Je pense que l'autorité qui gère justement ce processus électoral a une responsabilité qui est historique. Et le test dont je vous ai parlé là, je pense qu'il est quand même intéressant à essayer. Pourquoi on se retrouve le jour J, comme toujours, à des tabelles qui ne fonctionnent pas? Je pense que c'est quand même... La Côte d'Ivoire mérite plus. Non, ça arrive, mais quand ce n'est pas anecdotique, on ne peut pas dire que ça arrive. Parce que quelle est la représentativité réelle? On se targue des 65% dans 2023. Mais quelle est la responsabilité réelle? Quelle est la représentativité réelle? Pour moi, en fait, il faut justement
questionner à nouveau ce processus électoral-là. Il doit être inclusif. Pendant 20 ans, on nous a chanté un peu la question de l'inclusivité, avec un mantra, je ne sais pas si vous en souvenez pas, ouverte à tous, libre et transparente. Aujourd'hui, on a encore un hiatus où il y a des personnes qui ne peuvent pas se présenter. Cette question-là doit être abordée avec courage. Courage, que ce soit d'un point de vue politique ou juridique, les voies existent, la mémoire même existe. On se posait tous la question en tant que juriste, de savoir quelle est la place même d'une décision présidentielle dans la hiérarchie des normes. Est-ce que la décision présidentielle est supérieure à la Constitution à telle enseigne qu'il ne faille pas réviser la Constitution en prenant une décision pour pouvoir appliquer une décision de portée constitutionnelle? On a vu que ça a marché finalement. Malheureusement, effectivement, la suite a été un peu compliquée. Mais ce sont des actes qui doivent être pris pour redonner confiance aux électeurs et aux jeunes en particulier. Pour moi, c'est une honte globale qu'on soit encore à lutter à 200, 300 000 électeurs, alors que le processus aurait pu être beaucoup plus inclusif, se faire un peu de façon plus intéressante. J'aimerais justement, parce que ça fait plus d'1 heure qu'on en parle, mais qu'on s'éloigne du sujet à chaque fois en nous ramenant aux questions macroéconomiques ou au bisbis en parti politique. C'est un acte citoyen. Comme je le disais tantôt, et c'est un collègue qui m'en parle. Il me dit... encourager les jeunes à aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est leur donner le choix de refuser de participer aux élections. Et c'est fondamental. Pierre, moi, ce que je vous propose, oui, à entendre votre développement, on se rend bien compte, effectivement, que la question de l'intérêt des jeunes pour la politique est un sujet national. Oui. Qui mérite qu'on s'y arrête. Oui. Je vous promets qu'on va faire une émission spécialement avec des jeunes, triés sur le volet, oui, pour les entendre, la raison de leur désintérêt et leur désamour pour la chose politique, dans la perspective évidemment. Les femmes aussi. Dans les jeunes, je mets les jeunes hommes et femmes, évidemment. Donc on fera ce débat, je puis vous donner l'assurance, et si vous êtes disponible, on serait très heureux de vous avoir à la faveur de ce débat. Merci beaucoup. Alors on va passer à autre sujet dans quelques instants, très rapidement, professeur Manga, vous avez 1 minute. Ensuite, Yacoub Adoumbia aussi. La première chose, c'est d'abord à Chérif. Quand on dit que Ouattara n'a pas de visage humain, quand Ouattara prenait le pouvoir, capital humain, quand Ouattara prenait le pouvoir, il y avait 3 ou 4 universités. Aujourd'hui, il y a une université à Bondoukou, il y a une université à Mans, il y a une université à San Pedro. Ce n'est pas les hommes qui vont dans les universités. Je veux savoir qui a construit plus de classes scolaires que Ouattara. Je veux savoir qui a construit plus de CHR que Ouattara. Moi, je suis d'Aboisseau. On avait juste un petit hôpital. En plus de notre hôpital, en plus des dispensaires, on a un CHR. Il y en a à Méagui, il y en a partout, en termes d'écoles primaires. Même les petits villages ont des écoles primaires. C'est ça l'évolution. Mais cette évolution, elle est humaine. C'est le Il est en train de dire... s'arrêter. Il est en train de dire qu'on a un gouvernement qui s'intéresse qu'au PIB. Et qui s'intéresse qu'au PIB. Il ne s'intéresse pas à l'école, il ne s'intéresse pas à la santé. Donc je suis en train de lui dire qu'il ment. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui a construit de classes plus que lui. Il n'y a pas un gouvernement qui a construit d'universités plus que lui. Il n'y a pas un gouvernement qui a construit d'hôpitaux plus que lui. C'est concret, ça c'est des chiffres. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est ça. Il n'y a pas un gouvernement qui a recruté plus d'enseignements que lui. Il n'y a pas un gouvernement qui a recruté plus de médecins comme lui que lui. Donc à quel moment tu dis que ce n'est pas humain? Après, je peux comprendre, je peux entendre. Et je le dis moi-même. Qu'il faut plus de social, mais bien dire qu'il n'y a pas de gouvernance humaine, ça c'est méchant, c'est mentir, c'est manipuler. Et c'est pour ça justement que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Parce qu'il y a trop de mensonges chez les hommes politiques. La dernière fois, je l'ai dit, il y a 3 choses. Quand tu compares la Côte d'Ivoire aux autres pays, il y a 3 facteurs qui sont différents des autres pays. Le premier facteur est très important, c'est le taux de citoyens, je ne dis pas d'étrangers. Parce que déjà, nous, on a 22% d'étrangers. Le Ghana a 1,5%. Oh, le lien. Le lien, c'est qu'ils sont... Mais le lien est évident. Si tu as 1,5% de 35 millions qui sont retirés de la liste, il te reste combien? Il te reste une liste. Non, ils n'ont pas vocation à être sur la liste. Donc, il te reste... Ce sont des étrangers, ils n'ont pas vocation à être sur la liste. Donc, quand tu as une population, il y a 1,5 d'étrangers. C'est-à-dire que je prends le Ghana à 35 millions. Oui. Quand j'enlève les 1,5% d'étrangers, il reste beaucoup. Nous, quand tu enlèves 22,5, il y a une grande partie qui est déjà retirée, qui ne peut plus être citoyenne. Est-ce que tu comprends? Mais deuxième chose, les moins de 18 ans, c'est encore 21% de la population. Donc, on a au moins à 25 à 30% de la population qui n'est même pas concernée par la citoyenneté. Alors que les autres pays n'ont pas ça. Donc ça, c'est 1. 2, je l'ai dit la semaine passée, notre état civil, il est problématique. On a 6 millions, je t'explique, en Côte d'Ivoire, il y a 6 à 7 millions de cartes d'identité. Mais quand tu as 6 à 7 millions de cartes d'identité, pourquoi tu vas avoir 12 millions d'électeurs? Tu ne peux pas. Donc tu dois avoir 6 millions d'électeurs.
Tu feras tout de ça. C'est normal, parce que c'est la carte d'identité qui va te rendre citoyen. Si tu as 6 000, voilà, donc on doit travailler sur cette... Le troisième point, là je suis tout à fait d'accord, et tu le sais mieux que moi. Tu sais combien je parcours la Côte d'Ivoire pour parler aux jeunes de questions politiques. Mais oui, on est d'accord. Donc il n'y a pas quelqu'un qui se bat comme moi pour la participation des jeunes. D'accord, très bien, professeur Banga, très bien. Mais ces 3 facteurs sont très importants quand on analyse la sociologie de la Côte d'Ivoire. On vous a compris. Le taux étranger qui est différent. Non, moi je prends sur la base. On vous a compris, on vous a compris. On va en parler. Docteur Eddy Guipier, effectivement, et d'ailleurs, dans le live Facebook de l'émission, les jeunes sont très enthousiastes déjà à l'idée d'avoir une émission pour parler de leur intérêt et leur engagement en politique. Et puis les mensonges, c'est pas à quelques mois de la présidentielle. Yacouba Doumbia, s'il vous plaît, allez-y. Alors, assez rapidement, je voudrais dire à M. Kouyo que le président Alassane Ouattara n'était pas frappé par une décision de justice. Non, c'était un article, l'article 35 de la Constitution. Non, une décision de la Cour suprême. Non, je viens. En 2000. La décision de la Cour suprême, c'était par rapport au dépôt des candidatures, si je ne m'abuse. C'était en 2000. C'était en 2000, non? Mais voilà, ils ont rejeté la candidature, justement. Et même aux législatives aussi. Voilà, et puis aux législatives. Parce que, bon, c'est par rapport, justement, à un article de la Constitution dont il n'avait pas été condamné. Le président Ouattara n'avait pas été condamné comme Laurent Gbagbo a été condamné. C'est de ça que je veux parler. Ça fait un. Et puis de deux, il y a un article du Code pénal qui est clair en ce qui concerne, parce que vous avez dit que ce n'était pas mentionné expressément dans la décision de justice. En fait, Gbagbo, en réalité, il est frappé d'indignité. Mais il faut que le juge le dise. Non. Si le juge ne le dit pas, qui le dit? Non, il n'est pas obligé. Le juge n'est pas obligé de le dire parce que l'indignité a un sens. L'indignité a un sens, en fait. Et quand on regarde le sens de l'indignité, ça se rapporte justement au cas de Laurent Gbagbo et à tous ceux qui sont dans son cas. Et c'est ce qui justifie le fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Ça, je pense que après, on pourra regarder cet article du Code pénal. Je l'avais en tête, malheureusement. Je l'ai oublié. S'il vous plaît. Maintenant, deuxième chose, tu vois, j'évite de rentrer dans les sujets d'ordre économique, macroéconomique avec Osman, parce que pour moi, ce n'est pas le sujet du jour. C'est pas l'autre. Ça fait partie des indicateurs. Non, je viens. Mais je me rends compte qu'en réalité, il est dans l'enfumage. C'est de l'enfumage. Parce qu'il parle de capital humain, etc. Comment on mesure le capital humain? Comment on mesure le bien-être? Comment on mesure le bien-être d'une politique sur la population? C'est à travers un certain nombre d'infrastructures créées au profit des populations. Pas du tout. Arthur Banga a parlé, c'est plus de 20 000 classes. Mais quand on crée des écoles, c'est quoi? C'est par rapport à la formation. Quand on crée des hôpitaux, c'est quoi? C'est par rapport à la santé. Quand je vais parler de chiffres, on me dira il fait du chiffrisme. Mais je vais te citer très rapidement. Voilà, je vais te citer très rapidement certains CHR. Peut-être que pour que tu puisses comprendre. CHR d'Aboisseau, CHR d'Aboisseau, CHR d'Adzopé, CHR de Katiola, CHR de Bundiali, CHR de Meyagi, CHR de San Pedro, CHR de Man. Mais si tout ça n'a pas un impact sur la santé des populations et donc augmenter leur espérance de vie, c'est quoi le capital humain? Et quand on parle de réduction, quand on parle de taux de pauvreté, là encore, tu es dans l'enfumage. Quand on te dit que le nombre de pauvres a diminué, ça veut dire que la classe moyenne a augmenté. Le rapport de Modi, c'est pas une affaire de... Mais tu interprètes mal le rapport, cher frère. Les inégalités qui ont augmenté, c'est faux. S'il te plaît, on te dit... Mais les inégalités ont augmenté partout dans le monde. On te dit, on te dit que le taux des pauvres a baissé. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient dans la pauvreté, il y a beaucoup qui en sont sortis et qui sont aujourd'hui, qui constituent la classe moyenne. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, n'essayez pas de retourner les chiffres. Parce qu'en réalité, nous tous, nous sommes allés à l'école, donc ces chiffres-là, nous tous, nous les avons. Quand vous parlez de Modis, mais le même Modis aussi a félicité l'économie ivoirienne. Et la politique, donc, arrêtez de prendre ça. Mais quand vous parlez tous à la fois, c'est un problème. Et puis je termine, Ali. Même quand il a parlé de la question d'exonération, je me suis tué. Il ne sait même pas grand-chose. Il ne sait même pas que les représentations diplomatiques sont exonérées. Il ne le sait même pas. Il parle de Fondation Children Africa. Children Africa est une structure d'utilité publique. Tu comprends? Oui. Et qui est exonéré. C'est comme l'hôpital de l'enfant. S'il vous plaît. Donc, les représentations diplomatiques sont exonérées. Et les exonérations sont faites sous condition. Donc, évitez de sortir des listes et puis de faire vous-même des interprétations. C'est de l'enfumage, chef. On a bien compris votre point de vue. Messieurs, ne parlez pas à la fois. Ça devient très compliqué quand vous vous y mettez. D'accord, quand il parle, personne ne parle. Alors, visiblement, il y a un engouement plus que souhaité dans le live Facebook de l'émission. Les jeunes sont
nombreux à réagir pour souhaiter participer à cette émission. On va peut-être, si l'actualité de la semaine à venir ne nous empêche pas de le faire dimanche prochain. Donc, celles et ceux qui veulent participer à cette émission, il faudra nous écrire sur nos pages, sur nos réseaux sociaux, afin de vous enregistrer pour participer à cette émission. Messieurs, nous avons 4 autres sujets à aborder. Et nous avons déjà écoulé plus d'1h 45 minutes la première partie. Très rapidement, messieurs, s'il vous plaît. Alors, vous le savez, c'est officiel, le gouvernement ivoirien a entériné la décision de mettre fin à l'existence